Cette histoire commence par une offensive menée près de Pokrovsk. Les tankistes russes, ne faisant pas confiance à leur cage à grillades artisanales, priaient les anges de leur permettre de percer jusqu'à la hauteur stratégique. Mais ils ne se doutaient même pas qu'au sommet de cette colline, un Léopard 2 ukrainien les attendait, entièrement chargé d'obus perforants, DM-23, APF-SDS, des fléchettes en tungstène capables de transpercer pratiquement n'importe quoi. Mais d'abord, le convoi russe devait passer par ce passage étroit au centre d'un village à moitié détruit. Et selon toutes les règles du genre, des drones ukrainiens les y attendaient déjà. Le premier char touché bloque la route aux autres, l'étranglement fait son effet. Les Russes sont forcés de battre en retraite. À première vue, rien d'inhabituel. Les drones sont depuis longtemps les rois du champ de bataille. Vous vous êtes sans doute déjà habitué à ce genre d'image. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Regardez le char qui s'est arrêté en premier, celui qui est équipé d'un rouleau anti-mine. Il n'a pas pris feu après le premier coup précis et résiste fermement au coup suivant. Les drones FPV ukrainiens rebondissent dessus comme des flèches sur le bouclier d'Achille. Et ceux qui explosent malgré tout, ils ne percent clairement pas le blindage. Selon les Russes, ce char aurait encaissé pas moins de 60 impacts. Même si c'est exagéré, les images sont impressionnantes. Et voici comment la situation a évolué. Après le combat, le char est resté quelque temps dans la zone grise. Les Ukrainiens n'ont pas réussi à l'incendier. Plus tard, les Russes l'ont remorqué en arrière, et il s'est avéré que le char ne s'était pas arrêté à cause des drones, mais parce que sa transmission était tombée en panne. Regardez cette machine, appelons-la le bouclier d'Achille. Elle a traversé l'enfer et en est revenue presque indemne. La protection artisanale a vraiment fonctionné, à tel point que le commandement russe a décidé d'installer la même protection sur d'autres chars et, oui, de répéter la même attaque absurde. Mais avant de vous montrer ce combat, examinons de plus près ce qui rend le bouclier d'Achille si particulier. Mais d'abord, appuyez sur j'aime, car votre like est notre arme contre les algorithmes impitoyables de YouTube. Merci. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les dreadlocks de chaîne, des câbles d'acier pendants comme les franges d'une roulotte tzigane. Voici comment elles agissent contre les drones. La charge creuse de l'FPV explose loin du blindage réel, laissant le char intact. Deuxième point, le blindage en cage lourd qui enveloppe tout le char. Derrière, on voit la structure centrale, une boîte métallique. Mais que contient cette boîte? Exactement, des rondins de bois. Au-dessus, une cage grille supplémentaire soudée en acier. Ajoutez à cela un puissant système de guerre électronique à 11 canaux. Des caméras thermiques et une double caméra avant et arrière. Mais la partie la plus folle se cache à l'intérieur du bouclier d'Achille. On ne peut y accéder qu'à l'aide d'une échelle spéciale. À l'intérieur, il y a même un compartiment pour l'infanterie, recouvert d'une épaisse couche de métal. Et voici le plus fou. C'est là que se trouve le poste du commandant. Pour des raisons de sécurité, le commandant est assis à l'extérieur du corps principal du char, comme un geek dans un café, dirigeant l'équipage à l'aide de caméras et d'un interphone. C'est irréel. Si le bouclier d'Achille vous a impressionné, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui n'a jamais rien vu de tel. Eh bien, on dirait que tous les chars sont prêts pour l'assaut. Les équipages chargent les munitions. Il ne reste plus qu'à fixer le rouleau de déminage au char principal, car chaque mètre de la zone grise a été miné plusieurs fois par les deux camps. Et maintenant, allons sur le champ de bataille. Aux côtés des 4 chars équipés du bouclier d'Achille, avançaient d'autres véhicules, affublés des habituels cache-grilles fixés sur le toit. Et derrière eux, encore d'autres blindés. Tout le convoi a l'air de partir en pique-nique. Vous pouvez déjà commencer à plaindre l'infanterie russe, agrippée à son blindage. De tels convois d'apparat sont rares aujourd'hui, mais la seule vue du bouclier d'Achille donnait à tous le sentiment que cette fois-ci, la percée serait garantie. Dans la zone grise ouverte, la vitesse du convoi a diminué, car le char principal équipé d'un rouleau de déminage ne pouvait pas rouler à plus de 10 km/h. Non, ce que vous voyez à l'horizon, ce ne sont pas les pyramides d'Égypte, c'est le Donbass, baby. Son histoire ressemble un peu à celle du Far West américain.
Ici, les chevaliers de la steppe sauvage, les Cosaques ukrainiens, ont toujours régné. Mais à cause de la lenteur d'escargot du convoi et de la longue distance jusqu'aux lignes ukrainiennes, les défenseurs ont eu le temps de préparer leur accueil. Un Léopard 2 s'est mis en position. Appelons-le le moissonneur du chagrin. Regardez, son camouflage le rend presque invisible. Et bien sûr, les Russes n'avaient aucune idée qu'ils entraient déjà dans la moisson. Le moissonneur du chagrin commence à découper le convoi avec une précision allemande. Les Russes n'avaient aucune idée de ce qui les frappait. Le bouclier d'Achille les sauvera-t-il cette fois ? Comme vous pouvez le voir, tous ces ajouts improvisés sont totalement inutiles contre les obus perforants DM23 à PFSDS. Chaque tir du canon de 120 mm du Léopard frappe comme une lame de faux s'il ne détruit pas le char sur place. Il arrache d'un coup toute la camelote fixée dessus. Sans le bouclier d'Achille, ces chars sont nus dans la steppe. Et nus, ils peuvent être éliminés par un simple drone FPV. La formation russe s'effondre. Certains tentent de rentrer en arrière. Mais non, ceux qui quittent mal l'itinéraire sautent sur des mines. D'autres tirent en retour, n'importe où, juste pour tirer. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, personne ne sortira vivant de ce broyeur. La précision des chars allemands est légendaire. Et franchement, le Léopard est déjà devenu une légende de cette guerre. Vous trouverez plusieurs vidéos sur notre chaîne montrant comment il combat. Il y a même une vidéo comparant les capacités de combat du char allemand à celles de l'Abrams américain, dans des conditions réelles de guerre. Alors ne nous égarons pas maintenant. À un moment donné, l'espoir semble renaître chez les Russes. Le Léopard se tait. Peut-être que ses casiers à munitions sont vides. Après tout, un Léopard 2A4 standard transporte jusqu'à 42 obus. Personne ne le sait vraiment. Mais l'artillerie ukrainienne a déjà les coordonnées. Et les drones FPV tournent au-dessus. Ainsi, la moisson continue. Elle ne s'arrête pas même lorsque les tirs se calment. On dit que le son le plus effrayant de cette guerre, ce ne sont ni les explosions ni l'artillerie, mais le silence. Car ici, le silence est toujours trompeur. Dans ce silence, vous commencez à entendre un bourdonnement fin et nerveux, comme un moustique près de votre oreille. Oui, ce sont les drones, en train d'enregistrer la nouvelle bande sonore de la guerre moderne. Давай, бегом в лесополку. Leur bourdonnement vous tranche les nerfs comme une lame, peu importe s'ils volent vers vous ou non. Ce bruit signifie que la partie est terminée. Les tentatives de l'abattre avec des armes légères, ça marche rarement. Демель, добряку. Демель, добряку, я 300. Что-то в башку осколок попал, я пока по лесополке. Тебя пришел. Нас разбили. Я выхожу один, Дюс остался там. Все пацаны, это я один, кто вышел. Это посадка. Нас просто... Дюса не могу вытащить. Même les fantassins qui ont survécu aux premières frappes et tenté de se cacher dans une forêt clairsemée sont désormais condamnés à être enterrés sans nom. Ont-ils une chance de survivre s'ils tiennent jusqu'à la nuit ? Peut-être, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière, car l'ordre de leur commandant est clair. Avancer vers Pokrovsk, se retrancher dans les bâtiments du village suburbain Shevchenko et attendre la prochaine vague de troupes d'assaut. Раненый. Шериф, хочу выбраться. Но темно уже. Никто не дает. Voilà la tactique russe en action, entasser des forces derrière les lignes ukrainiennes. Certains y restent des semaines, sans eau, sans nourriture, et finissent soit par se rendre, soit par mourir. Никогда не идите на СВО. Вы попадете в жопу. Et pourtant, certains survivent.
et tentent des embuscades aux soldats ukrainiens. Ainsi, le matin, la chasse du Léopard 2 recommence. Nous tirons principalement sur les bâtiments où se cachent dans les opérateurs de drones, l'infanterie, ou là où des armes et des munitions pourraient être stockées. Mais dans un environnement urbain dense, il est impossible d'utiliser l'artillerie ou un char d'une position fermée, les bâtiments bloquent la ligne de tir. Alors, un autre équipage de Léopard 2A4 avance dans la ville pour combattre à l'ancienne, en tir direct. En ville, un char fait face à tout autant d'ennemis. Ce Léopard 2A4 est couvert d'un auvent en treillis et cerclé de blindages réactifs. Contact 1. Le lourd Léopard détonne dans ces rues où, hier encore, se trouvaient des magasins et des immeubles. Minute de tension, car à chaque angle peut surgir un homme avec un missile anti-char. Et à tout moment, un drone russe équipé d'une charge creuse peut apparaître dans le ciel. Et le voilà, l'immeuble en panneau où l'infanterie russe s'est retranchée. En raison de la disposition des bâtiments, les Ukrainiens appellent cette position le Pentagone. Ces immeubles en béton de l'époque soviétique ont généralement des murs allant jusqu'à 400 mm d'épaisseur, renforcés par des tiges d'acier. Pour la plupart des missions contre l'infanterie retranchée et les bâtiments, l'obus de référence est le DM-11, un projectile explosif programmable. Le canon du char se transforme lui-même en groupe d'assaut, il s'approche, tire et tout l'étage vole en éclats comme du carton. Faut-il le répéter ? Pas de problème. L'objectif est simple, faciliter et sécuriser le travail de l'infanterie ukrainienne, qui arrivera plus tard pour achever le nettoyage. Position détruite, mais la tension ne retombe pas. Le renseignement russe sait déjà qu'un Léopard 2 opère dans la ville. Un char peut être rapide, mais pour les drones, 20 à 30 km, ce n'est rien. Bientôt, le Léo brille en plein écran sur les moniteurs des opérateurs russes. Impact. Un autre impact. Encore, encore et encore. Le 5e drone finit par percer le blindage en cage du Léopard près de la transmission. Le moteur cale, le char s'immobilise. À la radio, essayez le démarrage d'urgence. Et le miracle, Léopard rugit à nouveau et démarre en mode manuel. Ce Léo a 9 vies, comme un chat. Mission accomplie, le char retourne à la base sous couverture. Mais la guerre continue. Dans les ateliers russes, on soude de nouvelles cages sur les chars, tandis que les léopards ukrainiens se préparent pour leur prochaine chasse. Le spectacle doit continuer. Ces canons, ces chenilles, ces plaques de blindage, ces blocs de transmission et ces pièces de moteur auraient pu devenir des toits pour des écoles et des hôpitaux, ou des serres et des silos à grains. Ils auraient pu servir à construire des ponts, des ferries et des quais. Mais pour l'instant, ils restent ici, monument d'une guerre brutale. Ces chars et ces blindés calcinés portent chacun une histoire unique, et nous sommes là pour la révéler. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ayons quelqu'un avec qui partager ces histoires. Merci d'avoir regardé. Si je vous disais ce qui s'est vraiment passé, vous diriez que j'ai regardé trop de films. Mais cette histoire commence près de Pokrovsk, là où les troupes russes ont réussi à percer la ligne de défense et à pénétrer profondément dans le Donbass contrôlé par l'Ukraine. Les gars du 1er régiment d'assaut indépendant ont reçu une mission super dure. Couper ce coin et empêcher l'ennemi de s'y retrancher. Une douzaine d'hommes se penchent sur les cartes OPC, la sueur leur coulant dans le dos. Les équipages de chars montent les rouleaux de déminage. Les mécanos, les bras plongés dans la graisse, préparent le BTR-4 Boucéphale. Les troupes d'assaut attendent nerveusement le feu vert. Alors, à quoi ressemble réellement un assaut ? Du commandant de bataillon au soldat assis dans un véhicule blindé ? Où s'arrête l'ordre et où commence le caractère ? La pointe de cette opération, ce sont 4 BTR-4E. Il s'agit d'un véhicule blindé. Officiellement, son blindage avant est capable de résister à un impact direct d'une munition de calibre 14,5 mm et son blindage latéral à un impact de calibre 12,7 mm. L'équipage se compose de 3 personnes. Le commandant du véhicule, qui peut également piloter le module de combat, le conducteur et le tireur à l'arrière. À l'intérieur, il y a 7 sièges pour les troupes. Ainsi, 28 soldats d'assaut ainsi que les équipages des véhicules se préparent à une mission extrêmement dangereuse. Mais de ces boucéphales, on n'attend pas seulement qu'ils survivent, ils doivent infliger de vrais dégâts. Alors, comment cela va-t-il se dérouler sur le terrain ? Voici le système de contrôle du module de combat. Ce qui rend cette machine spéciale, c'est ça, ce composant-là. Le module de combat BM-Sept Parus, une légende. Il embarque un canon automatique de 30 mm, un lance-grenade, et peut emporter des missiles anti-chars guidés. Et les gars disent que l'un des outils les plus utiles à bord, c'est le PKT, la mitrailleuse Kalachnikov de char.
Pendant que les soldats nettoient leurs armes et préparent leur équipement d'assaut, le chef d'état-major, qui ne tient debout que grâce au café, passe en revue chaque étape de la mission. Le plan est le suivant. On entre avec 4 boucéphales et 2 chars. D'abord, un char avance séparément par cet itinéraire pour mener une diversion. Sa mission, attirer toute l'attention de l'ennemi sur lui. Ensuite, le second char rejoint la colonne avec les BTR. Sa tâche est de frapper un sous-sol précis, où les forces ennemies sont retranchées. Les groupes d'assaut reçoivent maintenant leurs ordres. Et vous, vous avez aussi une mission, appuyez sur j'aime pour soutenir des histoires comme celui-ci. Chaque BTR a sa propre mission de déploiement d'infanterie et chacun suit son itinéraire, effectuant des actions de diversion en cours de route. Chaque point de débarquement doit être couvert par le feu d'un canon de 30 mm et d'une mitrailleuse PKT, et le déploiement doit se faire le plus rapidement possible. Après cela, le BTR poursuit son chemin, environ 1,5 km jusqu'au prochain point désigné. À ce stade, notre artillerie régimentaire entre en action avec un écran de fumée. Nos vampires créent des écrans de fumée. De plus, le soldat du BTR lance un fumigène par la trappe pour simuler un débarquement à cet endroit. Mais la mission elle-même représente un risque énorme, tant pour le commandement que pour l'infanterie. Toute attaque mécanisée en colonne est une cible idéale pour l'ennemi. Et avant même que les troupes n'atteignent leur point de débarquement, les drones sont déjà dans les airs. L'artillerie prépare le tir et la zone de mort commence à s'embraser. Et ce n'est que le début, le pire est encore à venir. Avant même d'affronter toute la puissance de feu russe, les troupes se heurtent déjà à des obstacles, littéralement. Les commandants doivent improviser. Les équipages de chars sont tombés sur quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas prévu. On dit qu'il y a des mines sur la route, mais nous avons déjà envoyé des drones pour la survoler, et il n'y avait rien. Une telle surprise aurait pu faire échouer toute la mission. Heureusement, les tankistes avaient installé des rouleaux anti-mines au cas où. Nous avancions, et là, boum, la première explosion. Je regarde, un des rouleaux a sauté, nous avons continué à avancer. Deuxième explosion, puis, troisième, nous nous sommes arrêtés. J'ai rapporté au commandant. Voilà, c'est la situation. Il m'a demandé, pouvez-vous continuer? J'ai répondu, techniquement, oui. Nous avons avancé, pris un virage, essayé de rejoindre la route et sommes à nouveau tombés sur une mine. J'ai transmis. Ce secteur est également miné. Nous avons déjà perdu 2 rouleaux. Le commandant a dit, repliez-vous. Le dispositif que nous avions installé pour le déminage était endommagé. Si nous avions continué, nous aurions heurté les mines avec les chenilles ou le dessous du char. Ce sont des mines magnétiques. Et voilà, les chars sont hors jeu. Et juste derrière eux, la colonne de BTR avance droit sur cette même route minée. Les commandants prennent une décision à la volée. BTR, tous les BTR, écoutez, tournez avant le croisement, traversez le champ. J'ai vu que la première et la deuxième équipe avaient déjà quitté la route et roulaient dans les champs. Mais nous avons décidé de rester sur la route. Nous sommes des gars courageux, solides, vraiment solides. Oui, mais finalement, tout s'est bien terminé. Ils ont traversé la zone minée, mais l'obstacle suivant n'était pas mieux, du sable. Le sol devant nous était mou et difficile à parcourir avec des véhicules à roues. C'est à cet endroit que le boucéphale a commencé à montrer ses faiblesses, comme n'importe quel blindé sur ce type de terrain. N'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre davantage sur les véhicules qui combattent du côté de l'Ukraine. Ce véhicule blindé n'était clairement pas conçu pour rouler dans le sable. La voiture a commencé à s'enliser, nous avons dû bloquer tous les différentiels et enclencher tous les essieux pour pouvoir avancer. J'ai réussi à passer, mais la 4e équipe qui nous suivait nous a dit plus tard qu'elle avait failli nous percuter. Il m'a dit « Tu as enfin démarré, mon pote. Et Dieu merci, parce que j'étais coincé et presque collé à ton pare-chocs arrière. Dès que tu as démarré, j'ai enclenché la transmission intégrale. J'ai secoué le véhicule blindé d'avant en arrière, et j'ai réussi à m'en sortir. » Mais le sable n'était qu'un échauffement. Ce bref retard a donné aux Russes le temps d'amener davantage de drones FPV sur l'itinéraire des BTR, et la colonne a commencé à encaisser des frappes. Merde, un coup direct sur la voiture principale. La première vient de prendre un coup. Avant même de pouvoir débarquer l'infanterie, boum, un impact direct. La cabine s'est remplie de fumée, une odeur immonde partout. Honnêtement, j'ai cru que le pneu avait pris feu. Ça sentait le caoutchouc brûlé. Tolian me demande « On brûle ?» Je lui réponds « Non, ça fume juste. » On continue. Un autre impact, puis un autre. Après le 5e, j'ai arrêté de compter. Quand on s'est enfin arrêté pour débarquer l'infanterie, une nouvelle frappe puissante nous a touchés. Le liquide de refroidissement s'est mis à couler sur le pare-brise. Notre conducteur dit « C'est fini pour nous, on n'ira pas plus loin. » Je lui réponds « Si on ne bouge pas, le commandement va nous tomber dessus pire que les Russes. » Malgré les frappes multiples, le premier BTR a mené sa mission jusqu'au bout. Le blindage et la protection additionnelle ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Mais un sort encore plus cruel attendait l'équipage du 2e véhicule blindé. La 2e équipe avait déjà débarqué ses soldats au point assigné, commençait le repli, quand elle a pris un impact critique.
À ce stade, le poste de commandement ne pouvait plus rien faire, si ce n'est diffuser les dernières informations à la radio. À ce stade, tout dépendait des compétences de survie de l'équipage. La mission est passée d'une opération offensive à une manœuvre d'évasion. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait au pire jour qu'un soldat puisse vivre au front. On a débarqué l'infanterie. Sur le chemin du retour, mon BTR s'est tout simplement arrêté. Le BTR conduit par le mécanicien portant l'indicatif « Marin » a été frappé par une vague de drones FPV. L'un des impacts a complètement mis le véhicule hors service. L'équipage n'avait plus qu'une seule option, l'abandonner. Nous savons qu'un membre de l'équipage, le sapeur chargé de lancer les fumigènes pendant le débarquement, a probablement été tué. Un autre, le tireur, est actuellement porté disparu. Aucun contact, aucune trace visuelle. Il s'est simplement disparu. Quant au conducteur, il est toujours là-bas, avec l'infanterie, tenant la ligne. Je débarque, et maintenant je suis fusilier, soldat d'assaut. Mais franchement, je préférerais être sous blindage, même si ce blindage n'existe plus. Le BTR s'est arrêté au milieu du champ. Il lui restait environ 800 mètres à parcourir entre ce champ et la position ukrainienne, où nos gars tenaient la ligne. Quand j'ai commencé à m'éloigner du véhicule vers la lisière de la forêt, cela ressemblait à une scène d'un film de guerre hollywoodien. Au début, quelque chose est tombé directement sur moi et je me suis blessé. J'ai continué à avancer, puis un drone FPV est apparu et a explosé à mes pieds. Le premier choc m'avait déjà blessé aux mains. Mais j'ai continué à avancer. Puis, de l'autre côté du fossé anti-char, des coups de feu ont retenti. Je me suis précipité dans l'herbe et les buissons, et je suis resté allongé sur le sol. J'entendais les balles siffler. Fiou, fiou, fiou. Je me suis dit, Marin, est-ce que tout va s'arrêter ici? Ce champ va-t-il devenir ta tombe? Et tu vas disparaître pour toujours? Mais je me suis répété, non, non, ça ne peut pas s'arrêter ici. L'histoire de Marin ne s'arrête pas là. En fait, ce qui s'est passé ensuite pourrait rivaliser avec n'importe quel film d'action hollywoodien. Blessé, en sang et complètement seul, Marin a rejoint ses positions. Mais l'évacuation était impossible. Alors il a continué à se battre. Malgré ses blessures, il a repoussé plusieurs contre-attaques russes avec l'aide de l'infanterie. Et cela n'a pas duré quelques heures, ni même une journée. Il a tenu bon pendant 2 semaines entières. Il y avait des éclats ici, là et là. Je les ai retirés moi-même, avec un bâton. J'ai bandé mes blessures comme j'ai pu. À ce moment-là, j'étais déjà assis dans un abri. Il n'y avait pas le temps de se reposer ou de reprendre des forces. L'ennemi serrait déjà la vis. Les Russes ont tenté à plusieurs reprises de percer, mais ils l'ont payé cher. Je vais être franc. Un Russe rampe vers moi. Je le fauche. Bang, bang, bang. Il tombe. Leur commandement savait sûrement qu'on était là, mais n'a rien dit aux troupes. L'un d'eux me crie « Frère, je suis russe, je suis des vôtres !» Je me penche, je vide une dizaine de coups dans sa direction. J'ai dit « Ouais, bien sûr, des nôtres !» Malgré le chaos, la douleur et les pertes, la mission a été accomplie avec succès. L'Ukraine a réussi à bloquer la logistique russe dans ce secteur et à compliquer leur situation tactique. L'assaut des BTR, appuyé par des drones bombardiers et des débarquements d'infanterie coordonnés, s'est révélé efficace, malgré les imprévus et les coups encaissés. Le commandement a pris les bonnes décisions sous pression. L'infanterie a été déposée sur toutes les zones prévues sans aucune perte. Après 2 semaines passées à tenir sa position, le Marin a finalement été évacué et remis au médecin. Pour son courage et son professionnalisme, il a été proposé pour une distinction d'État. Marin a accompli une tâche extrêmement difficile. Il est resté fidèle à la mission jusqu'au bout, fidèle à ses camarades. Il sera décoré d'une distinction nationale. Et il y en a beaucoup d'autres comme lui, dont les histoires n'ont pas encore été racontées. Mais eux aussi seront proposés pour des honneurs pour cette opération. Ce n'est qu'un seul épisode parmi une multitude d'autres qui se déroulent chaque jour sur les champs de bataille de la guerre russo-ukrainienne. La plupart de ces épisodes ne seront jamais à l'écran, mais l'Ukraine tient bon et continue de se battre. Et nous continuerons à vous montrer à quoi ressemble ce combat. Merci d'avoir regardé. En 20 ans d'opération en Afghanistan, les États-Unis ont perdu 2500 militaires. Dans la guerre contre l'Ukraine, la Russie subit les mêmes pertes en seulement 2 jours. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les forces ukrainiennes ont mis hors de combat 1 million d'occupants russes, neutralisés, tués ou blessés. Et pourtant, malgré ces pertes colossales, la Russie continue le combat. Aujourd'hui, nous examinerons comment le ministère de la Défense de la Russie parvient à mobiliser une telle quantité d'infanterie et ce que cela implique pour le reste du monde. Tout au long de leur histoire, les Russes se sont appuyés sur une tactique constante sur le champ de bataille, le rideau de feu. Ils frappent les positions ennemies par des tirs d'artillerie et des raids aériens incessants, puis engagent d'immenses vagues de troupes et de matériel. Résultat, des pertes énormes qui doivent être compensées immédiatement.
Mais comment convaincre les gens de mourir dans une guerre agressive alors que chaque jour, on apprend la mort de proches et d'amis au combat? 100 hommes ont été anéantis en seulement quelques jours. Le ministre de la Défense de la Russie n'a pas compliqué la tâche et utilise deux méthodes, des incitations financières pour les volontaires et la conscription forcée des conscrits qui sont contraints de signer des contrats avant d'être envoyés combattre en Ukraine. Pour participer en tant que volontaire, Poutine a promis une prime unique pouvant atteindre 21 000 $, ainsi qu'une rémunération mensuelle pouvant atteindre 2 000 $ pour la participation au combat. C'est une somme considérable pour les Russes, dont le salaire mensuel moyen est d'environ 400 $. Mais comme toujours, Poutine n'a pas pu s'empêcher de tromper son propre peuple. Ils nous ont abandonnés ici comme des idiots. Et maintenant, nous sommes coincés ici. Personne ne vient nous chercher. Nous n'avons toujours pas reçu notre salaire. Le paiement unique promis par Poutine, nous ne l'avons jamais vu. La situation des appelés était encore pire. On les traitait comme des déchets. Il suffit de regarder les conditions qu'ils devaient endurer en hiver. La nuit dernière, on n'avait qu'un seul poêle pour toute la tente. Pour une tente de cette taille, ça ne sert à rien. La moitié des gars est malade. Cela a entraîné un effondrement total des effectifs à l'intérieur du pays. Les hommes ont commencé à fuir en masse vers la Géorgie voisine. Impossible d'avancer, la frontière est complètement bouchée. C'est l'ironie du destin à son paroxysme. D'abord, ton pays envahit une partie de la Géorgie, puis tu t'enfuis là-bas pour éviter de mourir dans une autre guerre. Avec la mobilisation massive en plein régime, les centres d'instruction russes n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires pour former et équiper correctement le flot de nouvelle infanterie. Pendant que certains appelés se saoulaient dans les bus en route vers les centres d'instruction, d'autres étaient entassés dans des wagons de fret comme du bétail. Regardez simplement les conditions à l'intérieur. Le pain traîne par terre, là c'est les toilettes. Ici c'est la cuisine où on prépare la nourriture. Et là, c'est le tonneau d'eau. Et le plus ironique, à ces futurs groupes d'assaut, on a remis des fusils rouillés datant de l'époque de la guerre d'Afghanistan, avant même le début de leur instruction. Ils nous ont donné des fusils. C'est complètement foutu. Je suis totalement sous le choc. Étant donné qu'environ 30 000 hommes sont appelés chaque mois dans l'armée, la Russie ne dispose tout simplement pas d'assez d'instructeurs qualifiés dans ses camps d'entraînement. Dans cette vidéo, des officiers apprennent à quelqu'un à utiliser une mitrailleuse. Le type a failli tuer tout le monde autour de lui. Pouvez-vous imaginer une scène pareille dans l'armée américaine? Peut-être que l'entraînement au lance-grenades est meilleur? Oui, notre intuition nous dit que c'est clairement non. Combien de fois as-tu tiré avec un lance-grenade? Une fois? As-tu touché la cible? Non. Après cette formation de haute qualité, le soldat a été envoyé directement au front. Il a essayé de tirer avec le lance-grenade et a failli tuer son camarade avec le souffle arrière. Ce niveau de professionnalisme fixe vraiment la barre, tout au fond. Nous allons maintenant vous montrer deux vidéos illustrant la manière dont l'armée russe irrésistible est entraînée pour les combats réels. Ces images pourraient vous surprendre agréablement. Ici, nous avons des troupes d'élite s'exerçant à tondre l'herbe sur un terrain d'entraînement, avec des pelles. Mais attendez, ce n'est pas tout. Tu te souviens de la comédie américaine Hot Shots? On dirait que les Russes n'ont pas compris la blague. Au lieu d'apprendre à l'infanterie à tirer avec des AK, ils ont décidé de lui enseigner la chorégraphie. Mettez j'aime si vous souhaitez que les Russes reçoivent encore plus de cette formation de qualité. Pensez-vous que ces soldats seront efficaces sur le champ de bataille à l'avenir? Écoutons ce qu'ils ont à dire. Ils nous ont envoyé prendre d'assaut une fortification ukrainienne en béton avec des fusils et des pelles. Ça ressemble à un cauchemar, n'est-ce pas? De l'infanterie envoyée dans un assaut frontal sans équipement ni appui d'artillerie. Mais pour les Russes, c'est la routine. Ces personnes seront bientôt remplacées par d'autres. Pourquoi sauver ceux qu'ils considèrent comme inutiles? Telle est la triste réalité de la machine militaire russe. Et ils ne torturent pas seulement leurs propres citoyens. Les Russes ne respectent pas la Convention de Genève ni les droits humains fondamentaux. Pour compenser leurs pertes colossales, ils ont eu recours à la conscription forcée de citoyens ukrainiens dans les territoires occupés. Lorsque des hommes refusaient de combattre contre leur propre pays et se cachaient chez eux, les Russes ont eu recours à une terreur ouverte. Dans un immeuble, les Russes ont provoqué une fuite de gaz. Ils ont évacué les femmes et les enfants, mais ils ont emmené les hommes. Malheureusement, ce n'était pas un cas isolé. Un homme qui n'avait pas pu s'échapper vers le territoire contrôlé par l'Ukraine a été mobilisé de force dans l'armée russe. Lorsqu'il a été envoyé au front, il s'est rendu volontairement et a révélé des détails bouleversants sur son état de santé.
En août, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon. J'avais besoin d'une opération, mais j'ai reçu une convocation. Ils m'ont dit que si je ne me présentais pas, ils viendraient me chercher. Il est difficile d'imaginer que cet homme puisse être un soldat efficace. Et pourtant, la Russie prévoit de mobiliser de force 300 000 Ukrainiens supplémentaires issus des territoires occupés. Cette violation flagrante du droit international ne semble avoir aucune importance pour les dictateurs, comme le prouve l'histoire. Un autre exemple, la mobilisation des travailleurs migrants d'Asie centrale. On leur promet la citoyenneté russe en échange de leur participation au combat, mais très peu survivent assez longtemps pour la recevoir. Même après ces mesures sévères, 3 ans après le début de la plus grande guerre au monde, la Russie n'a toujours pas résolu le problème du manque de personnel militaire. Les gens meurent plus vite qu'ils ne sont remplacés par de nouvelles recrues. Pour poursuivre leur offensive, les commandants russes ont recouru à des mesures extrêmes, telles que la mobilisation d'anciens prisonniers. Salut les gars, nous venons de la colonie pénitentiaire numéro 29. En ce moment, nous sommes en entraînement et bientôt nous partirons pour le front. Prenons l'exemple de Bakhmout. Le groupe Wagner a perdu 20 000 prisonniers dans des combats brutaux pour s'emparer de la ville. Vous pouvez regarder les détails terrifiants de ces événements dans notre vidéo, accessible via le lien en haut à droite. Pour l'instant, parlons de pourquoi le recrutement de prisonniers s'est révélé être une erreur catastrophique. Au début, les Russes les utilisaient dans des assauts, où beaucoup ont été tués. Et ceux qui ont survécu, ils ont commencé à consommer de la drogue, à tuer leurs camarades et à piller. Voici ce qu'un ancien trafiquant de drogue russe promettait aux détenus en les recrutant en prison. Allez-y et profitez-en à fond. Arrachez les dents en or des cadavres. Prenez les crucifix, pillez tout ce que vous voulez et ramenez-le chez vous. La guerre, c'est une chance sur 1 million. Vous ne reviendrez peut-être pas, mais au moins vous vous amuserez. Certains prisonniers ont profité de cette opportunité pour sortir de prison. Mais dès qu'ils atteignaient les camps d'entraînement ou la ligne de front, ils abandonnaient leurs camarades, s'enfuyaient avec leurs armes et disparaissaient sans laisser de traces. En théorie, ceux qui rentraient chez eux devaient repartir de zéro et devenir des héros. Mais dans la pratique, c'est très loin de la réalité. Ils sont retournés au vol et au meurtre. Maintenant, imaginez des centaines de ces individus revenant, et cette fois armés. Pensez-vous que les Russes regrettent d'avoir déclenché cette guerre? Une question rhétorique, bien sûr. En raison d'une pénurie constante de main-d'œuvre au front, la Russie cherche des renforts non seulement parmi sa propre population, mais aussi à l'étranger. Selon Forbes, la Russie a recruté des combattants dans au moins 21 pays pour la guerre en Ukraine. La plupart d'entre eux sont des personnes pauvres du Sud global, forcées, enlevées ou attirées dans la guerre par de fausses promesses. Ce gars du Népal s'est retrouvé coincé. Son visa avait expiré, il n'avait plus d'argent et il a fini par rejoindre l'armée russe. On lui avait promis $2000 par mois, mais bien sûr, c'était un mensonge. En presque 2 mois de service, j'ai été payé $40. Pour sauver sa vie, il s'est rendu volontairement aux Ukrainiens. Il fait partie des chanceux, il a pris la bonne décision et a survécu. Mais pour les personnes dont nous allons parler maintenant, les chances de survie sont bien plus faibles. Avant de continuer, faites-nous une faveur et abonnez-vous à la chaîne. Les Russes n'ont aucun respect pour ces recrues et les envoient directement au combat sans aucune préparation. Voici comment on leur explique leur mission au front. Mon anglais est horrible. Tu sais où se lève le soleil? Utilise ça pour t'orienter. Ne tire pas dans cette direction. Voilà, pas de boussole, pas de commandant, et on les laisse geler dans les tranchées. Formation de base? Oubliez. Quand le Kremlin a compris que ce type d'infanterie était inutile, il a créé 37 compagnies militaires privées, CMP, pour recruter des tueurs professionnels. Il s'agit de formations illégales conçues pour la guerre hybride, le terrorisme et les prises de contrôle hostiles dans 34 pays. Parmi elles, 25 compagnies militaires privées combattent actuellement en Ukraine. Chaque compagnie militaire privée russe compte généralement l'équivalent d'un bataillon, soit environ 1000 combattants. Ils sont mieux entraînés que le soldat russe moyen et sont souvent équipés d'armes lourdes fournies par l'armée régulière. Mais quel que soit le nombre de CMP créés par les Russes, ils ne pourront jamais couvrir toute la ligne de front. Leur commandement a donc demandé l'aide des Alliés. Malheureusement, cela a contraint Kim Jong-un à envoyer 13 000 soldats nord-coréens en Russie, où ils ont été intégrés aux unités russes. Les Russes ont promis de verser à ces soldats nord-coréens $2000 par mois, soit plus que ce qu'ils gagnent en 1 an dans leur pays. Lorsque les premiers soldats coréens sont arrivés sur les terrains d'entraînement russes, on a immédiatement commencé à leur enseigner les subtilités de la deuxième armée mondiale. Et non, il ne s'agissait pas de techniques tactiques, comme on aurait pu s'y attendre, mais d'insultes.
Les Russes ont même publié un manuel pour aider leurs soldats à distinguer les Coréens des Yakoutes, des Bouriates et des Tuvas. Est-ce que cela a vraiment aidé? Peu probable. Pendant ce temps, les Coréens ont eu accès à Internet et se sont immédiatement plongés dans le porno et le streaming de K-pop. Soyons honnêtes, c'est bien plus divertissant que d'écouter les discours du camarade Kim. Ayant vécu dans l'isolement, les Coréens ont eu du mal à s'adapter à la vie en Russie et ont commencé à montrer de l'hostilité envers la population locale. Prenons cet exemple d'une enseignante. Elle a été envoyée dans la région de Koursk pour apprendre le russe aux soldats nord-coréens. Mais la situation a dégénéré très vite. Dès la première nuit, ils l'ont agressée. Je me suis couchée et au matin, j'ai senti que quelqu'un était en train de m'étrangler. Le plus effrayant dans cette situation, c'est que les mercenaires, tout comme les soldats nord-coréens, acquièrent une expérience du combat dans la plus grande guerre contemporaine, s'ils survivent à ce hachoir à viande, bien sûr. Ce sont des individus sans aucune boussole morale, prêts à tuer pour de l'argent. Lorsqu'ils rentreront chez eux, ils poursuivront leur vie en tant que criminels. Dans le cas de la Corée du Nord, leurs forces peuvent constituer une menace sérieuse pour la paix régionale. Poutine a en fait créé les conditions idéales pour former de futurs terroristes venus des 4 coins du monde. Cela n'est pas surprenant, compte tenu des liens actifs que la Russie entretient avec des groupes tels que le Hamas et le Hezbollah, ainsi que de ses efforts visant à exclure les talibans de la liste des organisations terroristes. L'expérience montre que les dictateurs ne comprennent que le langage de la force, et le moyen le plus efficace de leur donner une leçon est de résister. C'est pourquoi la Maison-Blanche et les pays de l'OTAN continuent d'aider l'Ukraine et d'élargir la liste des armes utilisées sur le territoire russe. Le résultat, la démocratie frappe régulièrement les bonnes cibles. Par exemple, l'année dernière, les forces aériennes ukrainiennes ont frappé avec un missile Storm Shadow un site lié au président russe, comprenant un poste de commandement souterrain dans la région de Koursk. Selon le Wall Street Journal, les Ukrainiens ont blessé un général nord-coréen de haut rang et éliminé 2000 soldats coréens. De plus, des milliers d'officiers russes et même plusieurs généraux ont été neutralisés. Alors, selon vous, où la Russie ira-t-elle chercher ses prochains soldats? Recruter des pirates? Proposer des contrats à des extraterrestres? Partagez vos avis dans les commentaires. Chenil ou roue? Chenille. Oui, certains imaginent encore qu'un char à roues, c'est l'équivalent d'une locomotive posée sur des skis. Mais le meilleur char, c'est le B1 Centauro. Et il n'y a aucune contradiction. Le B1 Centauro, ce n'est pas une fantaisie italienne. Si le char à chenilles est un ours, alors le B1 Centauro à roues est un loup. Mais cette bête aime le beau temps. Mieux vaut la chaleur écrasante et la poussière que la pluie et la boue. Bien sûr, sur un terrain vraiment difficile, les roues perdent face aux chenilles. Voilà pourquoi le Centauro n'est pas mis en parallèle, direct avec un char classique. Mais ce n'est pas le seul char à roues sur la ligne de front. L'AMX-10, le jouet français, roule lui aussi sur roues. Quant aux roues, piloter la MX-10, c'est pratiquement comme conduire un camion. Sauf qu'au lieu d'un volant, tu travailles avec des leviers. On dirait que ce conducteur d'AMX-10 ne nous dit pas tout, mais vous en saurez plus sur le comportement du véhicule français un peu plus tard. Les chars italiens et français se battent maintenant quelque part près de Pokrovsk, et là-bas, il fait très chaud. Eh bien, c'est le moment idéal pour les comparer, et en même temps déterminer quel canon est le meilleur, le français ou l'italien. Comment les Ukrainiens utilisent-ils réellement les chars à roues, et est-ce que le concept même de char à roues a vraiment du sens? Commençons donc par les canons, car ces deux machines se sont retrouvées dans des conditions où c'est le canon qui mène la danse. Dans un instant, vous verrez très clairement pourquoi. Le Centauro B1 et la MX-10 sont tous deux équipés de canons de 105 mm. Mais derrière ce chiffre se cachent deux philosophies totalement différentes et deux visions opposées de la manière dont un véhicule de combat à roues doit se battre. Regardez avec quoi tire le français. Oups, ils ont flouté le type de munition. Il est temps de passer en mode détective Poirot. Regardez de plus près les marquages VO 1400 et VO 800. Il s'agit de la désignation balistique de la vitesse initiale, mesurée en mètres par seconde. Les Français sont parmi les seuls à inscrire ces données directement sur l'obus. Résultat, la MX-10 tire uniquement de la munition française, incompatible avec les standards OTAN. Alors, de quels obus s'agit-il? Pas de secret entre nous. Montrez votre soutien, mettez j'aime, ça améliore nos stats, merci. Ainsi, OFL est l'acronyme de Obus Flèche, ce qui signifie obus flèche. En réalité, c'est la variante française du projectile APFSDS, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot. On dit qu'il peut percer le blindage frontal et la tourelle des T-55 et T-62 soviétiques à des distances allant jusqu'à 2000 mètres. Les chars modernes? Oubliez, ils ne les percent même pas à bout portant. Enfin, à moins de s'approcher en douce et de frapper le flanc ou l'arrière. Mais pour ça, il faudrait entrer directement dans la ligne de visée du char ennemi et se faire démonter. Brrr.
C'est précisément pour cela que les équipages ukrainiens utilisent d'autres munitions et une autre tactique. Commençons par les obus. Le plus souvent, nous utilisons des obus HIT, et les obus fumigènes ont également très bien fonctionné. Les OFUM, obus fumigènes, ce sont précisément les projectiles que vous avez vus dans le casier de munitions. Il s'agit d'obus fumigènes destinés à ériger un rideau de fumée pour masquer la manœuvre ou dissimuler les positions amies. Mais les Ukrainiens s'en servent aussi contre l'infanterie. Lorsqu'ils frappent la cible, ils génèrent un écran de fumée, et l'ennemi ne comprend plus d'où viennent les tirs. La puissance destructive de l'obus OFUM est inférieure à celle des projectiles explosifs. Son principal danger réside dans son effet incendiaire et la fumée, qui complique fortement la respiration et la visibilité. On frappe les abris où se cache l'infanterie ennemie, afin qu'après notre passage, nos opérateurs de drones puissent faire leur travail. Les Ukrainiens utilisent la tactique suivante, ils tirent une série d'obus incendiaires sur la cible pour enflammer la forêt et forcer l'ennemi à sortir de ses abris souterrains. Et ensuite, ils envoient là les drones kamikazes. Ainsi, le canon de la MX-10 lui permettait autrefois d'affronter des chars, en appliquant la tactique manœuvre-tir-manœuvre. Aujourd'hui, ces capacités suffisent d'un et surtout pour combattre l'infanterie. Mais les Ukrainiens ont découvert d'autres capacités cachées dans ce canon. Ils tirent avec la MX-10 à des distances allant jusqu'à 7 km, soit 3,5 fois plus loin que ce que le constructeur avait prévu. Comment ? Regardez. Si l'on élève le tube à un angle important, l'obus suit une longue trajectoire en arc et va beaucoup plus loin, même au-delà de la ligne de visée directe. Cette technique s'appelle le tir indirect. Le canon de la MX-10 étant rayé, le projectile bénéficie d'une stabilisation remarquable tout au long de sa trajectoire. Boum ! Et quelques secondes plus tard, l'ennemi reçoit son petit cadeau. Et la précision alors ? Regardez, ils utilisent une boussole d'artillerie comme de vrais artilleurs. Si vous avez les coordonnées de la cible, le reste est simple. Boum ! Et l'ennemi part directement dans l'au-delà. Donc oui, la MX-10 peut encore être utile, même dans une guerre moderne. L'essentiel, c'est d'avoir la tête sur les épaules, un bon canon rayé, des commandes pratiques et les munitions adaptées. Et qu'en est-il du canon du B1 Centauro ? Lui aussi est équipé d'un canon rayé de 105 mm, le Canon Automelara 105-52 LRF. Vous avez peut-être déjà vu un canon semblable, mais d'un autre fabricant, sur le Léopard 1. Nous avons plusieurs vidéos sur notre chaîne où des Ukrainiens partagent leurs impressions sur ce char, et surtout sur son canon. Si vous en avez manqué, abonnez-vous. Nous publions plusieurs fois par semaine de nouvelles vidéos sur les armes occidentales au front. Ainsi, contrairement à son homologue français, le B1 Centauro peut utiliser toute la gamme des munitions OTAN standard de 105 mm. Mais même dans cette liste, il y a des favoris. L'obus préféré ? Le HESH. HESH signifie High Explosive Squash Head. Comment cela fonctionne-t-il ? Pas du tout comme vous l'imaginez. L'obus HESH possède un nez souple. Lorsqu'il frappe un blindage, il ne le perce pas. Au lieu de cela, la charge explosive s'écrase contre le blindage et s'étale comme une fine crêpe sur une poêle. Un instant plus tard, la détonation se produit, et c'est là que commence le plus intéressant. À l'intérieur, le blindage éclate en fragments métalliques qui réduisent tout en purée, équipage, matériel, systèmes internes. Et dans le même temps, le blindage extérieur reste intact. Ainsi, l'obus HESH ne perce pas, mais après une claque pareille, le char perd littéralement ses dents. Mais le HESH de 105 mm tiré par le Centauro B1 ne représente pratiquement aucune menace pour les chars modernes. Oups. La logique du HESH est simple. Son efficacité dépend de la propagation d'une onde de choc à travers un blindage d'acier homogène. Mais le blindage réactif explosif, qui détonne à l'impact, annule complètement l'effet. Il empêche l'obus HESH de s'écraser sur la surface du blindage et bloque tout le mécanisme qui le fait fonctionner. C'est comme ça. Alors pourquoi cet opérateur ukrainien du Centauro met-il en avant le HESH parmi tous les autres types de munitions ? Sans doute parce que l'effet de choc du HESH en fait une munition redoutable contre les fortifications, surtout le béton. Et en plus de cela, il reste efficace contre tous les types de véhicules blindés légers. Ainsi, le B1 Centauro, en Ukraine, ne participe pas au combat contre les chars modernes. La méthode est identique à celle du modèle français, frappe-évasion. Sauf que l'italien l'exécute un peu mieux. La raison est que le canon du Centauro est une pièce haute pression avec un tube plus long, L52. Qu'est-ce que cela apporte ? Un tube plus long permet au projectile d'accélérer plus longtemps. Une pression plus élevée signifie qu'il part plus vite, et une vitesse initiale plus grande donne une portée efficace supérieure. Ainsi, tout comme la MX-10, le B1 Centauro peut tirer des positions de tir indirectes, mais à une portée bien plus grande, jusqu'à 16 km. Cela signifie que l'équipage italien peut travailler d'une distance bien plus grande qu'un équipage d'AMX-10 et dispose de 3 à 5 minutes supplémentaires pour quitter la position avant qu'un drone FPV n'arrive. Et s'il arrive quand même, alors ? La protection du B1 Centauro et de la MX-10 est pratiquement identique. Leur blindage n'arrête que les projectiles de 50 calibres. Mais la machine italienne est nettement plus lourde, 25 tonnes contre 17. Alors pourquoi ce poids supplémentaire ne se traduit-il pas par une meilleure protection ? Premièrement, le véhicule italien est plus long d'1,50 m.
Deuxièmement, son canon est plus lourd. Mais vous allez être surpris, le surpoids n'affecte pas la vitesse du Centauro, car son moteur Iveco développe 512 chevaux, tandis que le moteur français n'en fournit que 300. C'est pourquoi le B1 Centauro, lourd comme l'AMX-10 léger, peuvent atteindre sur bon terrain la même vitesse maximale, jusqu'à 100 km/h. Ni l'un ni l'autre n'aime le terrain lourd, mais sur sol dur, le B1 Centauro, c'est une Lamborghini armée d'un canon. Il a même un volant, mais l'essentiel c'est sa configuration 8x4. À basse vitesse, l'essieu arrière s'active et offre un effet de direction arrière, exactement comme sur les voitures de sport. Rayon de braquage, 9 mètres, grandioso. Et la MX-10 alors? Regardez, il pivote comme un vrai char, ce qui lui donne un rayon de braquage nul. Mais cette direction façon char limite l'agilité à grande vitesse. Impossible donc d'éviter rapidement une mine ou un nid de poule. Et en plus de cela, il n'a pas de volant mais des leviers, ce qui complique encore la conduite. Mais la machine française a 2 astuces intéressantes. Le premier, c'est sa suspension hydropneumatique. Ce système permet au conducteur ou au commandant d'ajuster la garde au sol et d'incliner la caisse vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés. Sur un terrain forestier accidenté, cela l'aide à franchir les obstacles. La deuxième caractéristique, c'est sa capacité à flotter. Avant d'entrer dans l'eau, un écran anti-remous se relève à l'avant de la caisse. Sur l'eau, la MX-10 se déplace grâce à 2 hydrogés installés à l'arrière. Sa vitesse maximale en navigation est d'environ 7 km/h. Cependant, la version modernisée, l'AMX-10 RCR, dotée d'un blindage additionnel, a perdu sa capacité amphibie en raison de l'augmentation de son poids. L'Ukraine a reçu aussi bien les versions de base que les versions modernisées, mais toutes disposent désormais d'une protection supplémentaire contre les drones, ce qui signifie que nous ne verrons pas d'AMX-10 amphibie dans cette guerre. Mais nous aurions très bien pu assister à un duel entre la machine italienne et la machine française quelque part dans la steppe ukrainienne. Il y a quelques années, la Russie envisageait réellement d'acheter un lot de B1 Centauro et de véhicules blindés Frexia pour son armée. Pendant 2 ans, ils ont testé le blindé italien, mais ont fini par abandonner l'idée. Très probablement à cause du châssis à roues et du blindage limité. Les chars à roues ont une mobilité réduite en terrain difficile et une protection faible. La guerre en Ukraine a démontré qu'un blindage épais ne garantit nullement la survie d'un char au combat. En même temps, la grande vitesse et la maniabilité permettent d'appliquer une tactique bien plus sûre du frapper puis décrocher, devenue essentielle pour les 2 camps. Écrivez dans les commentaires si, selon vous, la vitesse peut compenser une mobilité limitée et un blindage plus fin. Ou peut-être que les chars n'ont tout simplement plus leur place sur le champ de bataille moderne et qu'il vaut mieux disposer d'un canon automoteur plutôt que d'un char. Curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Une centaine de chars et de blindés russes ont été détruits sur un minuscule secteur près de Dobropilia. Ce tronçon de terre ukrainienne est désormais connu sous le nom de Mille Verte. L'assaut commence de manière classique, par un tir d'artillerie intense. Mais ce n'est pas le tir qui surprend les unités ukrainiennes qui tiennent la ligne. La nouveauté cette fois-ci, c'est l'emploi d'un nouveau type de char d'assaut, les chars Hirsute. Ils sont presque impossibles à détruire, et ils sont conçus de manière à ce que le blindage additionnel n'entrave pas la rotation de la tourelle. Vous allez voir ce concept en action. Il avance vers les positions ukrainiennes par petits groupes de 3 à 5 chars, en venant de différentes directions. À première vue, surtout sur les vidéos prises par drone, ils ressemblent à des chars ordinaires, avec des cages, comme ceux que vous avez vus dans nos vidéos précédentes. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui distingue un char Hirsute? Il n'y a pas de capsule spéciale pour les troupes, ou de rampe, car ces véhicules ne sont pas destinés au transport d'infanterie. Ils constituent eux-mêmes un élément d'assaut capable d'agir de manière autonome ou en colonne. Avant de vous montrer si les forces ukrainiennes ont réussi à stopper les chars Hirsute, mettez j'aime et abonnez-vous. Sinon, l'algorithme de YouTube ne montrera pas cette vidéo à ceux qui doivent la voir. Les opérateurs ukrainiens de drones engagent en la colonne. Mais les drones s'écrasent près des chars Hirsute à cause du brouillage électronique, ou bien leur charge creuse n'arrive pas à percer le blindage, en raison des centaines de tiges métalliques qui dépassent et des dreadlocks de chaînes et de câbles pendant tout autour. C'est précisément pour cela que les chars Hirsute ne craignent pas les drones. Leur mission est inverse, attirer le plus grand nombre possible de drones ukrainiens, avancer avec un rouleau de mines et percer la défense ukrainienne dense afin que d'autres véhicules puissent passer. Alors, que font les Ukrainiens? D'abord, l'artillerie entre en action. Mais toucher un char en mouvement est extrêmement difficile. Malgré tout, le premier char Hirsute est touché. Mais pour l'achever, il faut tout un essaim de drones.
un autre char hirsute est neutralisé. Et là encore, il faut des dizaines de drones pour brûler son blindage. Un autre convoi se retrouve bloqué par un obstacle naturel, et les chars hirsutes, ainsi que les autres véhicules, deviennent des cibles parfaites pour les drones. Il semble que la structure massive en cage réduise la mobilité au point qu'une simple flaque d'eau devienne un obstacle. Les équipages des chars immobilisés et l'infanterie transportée dans les BTR se dispersent et se cachent dans la lisière de la forêt. Les opérateurs ukrainiens de drones sont forcés de perdre du temps à les traquer et à les neutraliser. Pendant que cette boucherie se poursuit, laissez un commentaire. Êtes-vous d'accord pour dire que ces cages massives sont une erreur, qu'elles alourdissent trop les chars et détruisent leur manœuvrabilité? Mais regardez, pendant que nous et les drones ukrainiens poursuivions les Russes dans la forêt, le premier char hirsute a réussi à pénétrer dans le village. Les drones ne lui font pas peur, ils explosent, mais ne font guère plus que les gratigner. Le char hirsute ouvre le feu sur les positions ukrainiennes en tir direct. On pourrait croire qu'il s'agit d'une machine lente et maladroite, mais sous tout ce blindage se trouve un T-80 BVM. Son tireur voit les cibles comme s'il regardait la télévision. Un système de visée stabilisé, une imagerie thermique, un télémètre laser, tout cela lui offre une image nette, même à travers la poussière ou l'obscurité. L'ordinateur balistique corrige le tir en quelques secondes. Ajoutez un système de chargement automatique et le char hirsute peut tirer 6 à 8 coups par minute en changeant de cible instantanément. Pour ceux qui se cachent ainsi dans un bunker ou un abri en béton, cela signifie une chose: l'abri cesse d'être un abri. Pour l'instant, le plan russe semble fonctionner. Les chars hirsutes traversent les champs de mines, non seulement sur les routes, mais aussi en terrain découvert. Juste derrière eux, des convois blindés équipés de cages standards transportant des fantassins font irruption dans la zone grise. Les convois arrivent rapidement et par plusieurs directions à la fois. Dans le ciel, des dizaines de drones ukrainiens les attendent déjà, frappe après frappe. Азимут 250, курс 2, знищити. Sans le système Kropiva, l'artillerie ukrainienne et les drones n'auraient tout simplement pas pu suivre les mouvements des troupes russes. Kropiva est le cerveau de l'artillerie ukrainienne. Ce n'est pas un produit d'entreprise, il a été conçu par des soldats et des bénévoles. Au cœur du système se trouve une carte qui met à jour les coordonnées des cibles en temps réel. Le tireur voit la cible, le commandant donne l'ordre, Kropiva calcule tout et en quelques secondes, l'obus est déjà en route. Ce qui prenait autrefois des minutes ne prend plus que des secondes. La mine verte se transforme en un chaudron bouillant. Mais il y a tout simplement trop de cibles, alors une partie d'un convoi atteint le village et parvient à débarquer l'infanterie avant d'être détruite. Les drones font leur travail, mais ils ont besoin d'un soutien au sol. 2 chars ukrainiens sont envoyés pour nettoyer le village. Ils détruisent littéralement les maisons dans lesquelles les Russes se sont barricadés. Mais les drones ukrainiens ne sont pas les seuls à survoler la mine verte.
les chars accomplissent leur mission rapidement et se replient tout aussi vite. Pendant ce temps, les restes du deuxième convoi russe traversent la Mille Verte et atteignent les environs de Mirnograd. Le nom de cette ville signifie littéralement « ville paisible ». Mais quelques blindés russes, transportant des troupes d'assaut, parviennent à percer jusqu'aux zones résidentielles du côté est, et le nom perd aussitôt tout son sens. Ils se sont enfoncés beaucoup trop loin. Ils ont très peu de chances de survivre. Malgré tout, le commandement russe considère l'ensemble de cette opération, lancée par les chars Hirsutes, comme un succès. Ensuite, ils envoient l'infanterie légère, à moto et en camion. Будете слушать команды, будете отказываться от задач своих. Я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь. Я лично застрелю каждого. Я подам без вести, а потом застрелю каждого. Мне похуй на добро есть. Вы все, ваш весь замес, твари ебаные, вон получеловека. Вот. Leur mission, foncer à travers la Mille Verte et tenir le village. Ils traversent le feu et la fumée des véhicules en flammes. Dans les fourrés le long de la route, leurs camarades blessés gisent en hurlant à l'aide. Les morts restent silencieux. Mais le silence des morts est plus fort que le grondement des moteurs de moto. Alors chacun d'eux sait ce qui les attend. YouTube ne nous permet pas de montrer toutes les images de cet assaut. Et nous devons être sélectifs dans ce que nous montrons de ses conséquences. Mais vous savez déjà ce qui s'est passé ici? Не могу. Вот, все, открытку пройти не могу. Всех разъеб... Un petit groupe d'infanterie légère parvient tout de même à percer. Les drones ne peuvent pas tout faire. C'est pourquoi le nettoyage est effectué par les forces spéciales ukrainiennes. Maison après maison. Comme vous pouvez le voir, chaque maison ukrainienne a sa propre histoire de guerre. Et tandis que l'opération de nettoyage se poursuit, un nouveau contingent de Russes est envoyé au front. Dans les ateliers proches de la ligne de front, de nouveaux modèles de cages grillagées sont en construction. Il n'existe toujours pas de meilleure protection contre les drones. Les soldats ukrainiens affirment que cette guerre évolue chaque jour. Cela se ressent même après une semaine de congé. Chaque jour apporte son lot de nouvelles inventions, mais aussi de nouvelles tragédies. Nous ne regardons pas cela sur notre écran. Nous regardons cela des tranchées. Abonnez-vous et observez l'histoire se réécrire en temps réel. Léopard 1 A5. Je suis actuellement sur la piste où les pilotes mécaniciens du Léopard 1 s'entraînent à la conduite. La piste fait 3 km. Je me dirige vers la zone de départ pour monter à bord et la parcourir de l'intérieur du char. Je me glisse à la place du chargeur. Et comment on abaisse ce siège ici? Comme ça. Appuie ici. Ah oui, je comprends. Le commandant est assis juste au-dessus du tireur. C'est pour que le tireur tire plus précisément? Pour que le commandant ait moins à corriger? Ouais. Et surtout pour que, au moindre faux pas, le commandant puisse lui mettre une tape directe sur la nuque.
Sur ordre du commandant, je viens d'activer le système hydraulique et nous commençons l'exercice. À la place du tireur, il faut être très prudent. Le canon oscille sans cesse de haut en bas, juste à côté de vous. Le commandant demande « On y va ?» On y va! Le plus important, prenez appui sur 3 points d'appui. Une main, une jambe et tout ce que vous pouvez trouver d'autre. Tout va bien pour moi. Coupez l'hydraulique, seulement vers le bas. Ouais, tire vers le bas. Alors, combien y a-t-il de place ici? Pour le chargeur, c'est sûr. Pour le tireur, ça va, non? C'est étroit, ouais. Dans l'équipage, je suis conducteur de véhicule. Comment es-tu devenu conducteur? Les officiers nous ont sélectionnés. L'officier m'a dit « Tu seras conducteur ». Voilà comment c'est arrivé? Tu étais contre? Non, ce n'est pas moi qui choisis la spécialité. C'est la spécialité qui m'a choisi. Tes impressions? Comment ça de passer cette piste? Et de conduire ton premier Léopard? Du positif, rien que du positif. La machine est excellente, rien de compliqué dans le pilotage. As-tu déjà conduit un engin de ce type auparavant? Un vélo? Et une voiture? Non, je n'ai même pas le permis. Je n'ai jamais conduit une voiture. Le char s'est arrêté. Vous savez pourquoi? Ici, c'est la règle. Si l'équipage commet une erreur, l'instructeur crie « Évacuation !» et tout l'équipage doit immédiatement quitter le char. Vous avez eu de la chance. Vous n'avez pas été évacué. Vous avez vu l'équipage suivant. À chaque erreur, il devait effectuer la procédure d'évacuation. Parlez-moi de cette évacuation. C'est quoi exactement ce système? Et pourquoi on la pratique? On travaille l'attention. Celle de chaque membre d'équipage et celle de l'équipage dans son ensemble. L'évacuation, c'est quitter le char, trouver un abri, refermer les trappes pour préserver la machine. Une fois la procédure exécutée, l'équipage remonte à bord et l'exercice reprend. Ce n'est pas seulement la conduite en conditions difficiles qu'on entraîne, mais aussi les actions de l'équipage en situation d'évacuation. Plus vite ils quittent le char, plus grandes sont leurs chances de survie. La coordination, on la travaille en permanence. Tir, conduite, manœuvre. En plus de maîtriser leurs compétences individuelles dans le char, il est crucial qu'ils s'entraînent ensemble, comme un seul équipage. Nous nous trouvons actuellement à côté du char Léopard, un A5. Nous allons demander à l'un des membres de l'équipage de nous faire visiter le char et de nous expliquer ce qu'il contient. La première chose que nous avons installée est un filet anti-drone que nous appelons Mangal. Il a été fabriqué en usine. De notre côté, nous avons découpé le filet à la taille voulue. Nous l'avons tendu et fixé nous-mêmes. Nos collègues de l'usine ont également fabriqué pour nous une protection dynamique, car le véhicule est ancien et n'était pas initialement conçu avec un blindage réactif. Il répondait à d'autres normes de l'époque. Aujourd'hui, la guerre est différente. Il y a beaucoup de munitions à effet cumulatif. Nous avons donc ajouté une protection supplémentaire contre les effets cumulatifs afin de mieux protéger à la fois l'équipage et le char lui-même. Le poids supplémentaire du char ne complique-t-il pas le fonctionnement des rouleaux et du moteur? Non. Il tient parfaitement la route. Il a une réserve de puissance. Nous avons ici 850 chevaux. De plus, il supporte facilement une charge supplémentaire de 3 à 4 tonnes. Il n'y a donc aucun problème. Voici le poste de commandant. Voici le viseur télescopique du commandant. Il peut observer et voir jusqu'à une distance de 3600 mètres. Il peut pivoter manuellement ou automatiquement. Vous voyez les degrés, et si je le soulève, vous verrez comment il pivote. Je peux observer à 360 degrés autour du char, suivre tout ce qui se passe.
Voilà, nous sommes maintenant à la place du conducteur mécanicien. Voici les commandes de la trappe. Ouverture, fermeture, levage. Le couvercle est lourd, c'est pour la protection. Et contrairement aux chars soviétiques, où les leviers se trouvent ici, T-64, T-72 et autres modèles, ici, on a installé un volant. Le volant, oui, il tourne, ce qui permet au char de mieux réagir et de manœuvrer plus facilement. Pas besoin de tirer sur les leviers. Ici, nous sommes tranquillement assis, nous tournons le volant et il réagit. On dit que c'est comme conduire une voiture, voire plus simple. L'un des principaux avantages de ce char est sa maniabilité. Il démarre rapidement. Il se déplace rapidement aussi bien en avant qu'en arrière. Si on le compare au T-64 ou au T-72, ceux-ci ne peuvent pratiquement pas reculer. Lors de la conception du Léopard, la priorité a été donnée à la mobilité, contrairement aux chars soviétiques, ainsi qu'à la précision au combat. Le système de contrôle de tir est extrêmement précis. Le système de tir, d'ailleurs, reprend des éléments du Léopard 2. Certains diront que le canon rayé de 105 mm est insuffisant. Mais comme l'ont déjà fait remarquer certains de nos collègues, il s'agit littéralement d'un fusil de précision. Il y est encore utilisé dans de nombreux pays de l'OTAN. Il est même utilisé dans l'artillerie. Il est précis à une grande portée de tir et est équipé d'une excellente caméra thermique. En fait, le char est utilisé pour ce genre de manœuvres astucieuses. Il doit être le premier à repérer l'ennemi, à frapper et à se retirer rapidement. C'est comme ça qu'il a été conçu. Ce n'est pas le cas, par exemple, des Abrams. Ils ont un blindage épais et une grande puissance. Ce sont en quelque sorte des chars frontaux qui peuvent passer à l'attaque. Ce char, quant à lui, sert plutôt à frapper rapidement, à couvrir et à se retirer. Disons que c'est un fusil de sniper qui pèse 43 tonnes. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites là? Je pose une bougie de tranchée. Elle servira de balise pour la conduite de nuit, afin qu'on voit clairement le repère du virage. Celui sur lequel il est strictement interdit de rouler. Les balises sont allumées. La conduite de nuit commence. Le moteur démarre avec un son... On dirait presque une alerte aérienne. Le moment le plus stressant, c'est le départ. Parce que je ne sais pas à quel point le char va tanguer. Ni si je vais réussir à tenir la caméra au-dessus de la tourelle. On y va. Pour l'instant, tout va bien. Vous voyez, la caisse bouge, mais la tourelle reste verrouillée à midi. Pourquoi est-il si important de s'entraîner la nuit ? Parce que c'est une situation complètement différente. D'abord, ce n'est pas comme pendant la journée. Tu vois tout. Ici, tu ne vois presque rien. Tu te guides uniquement aux instruments. Et si tu as mémorisé certains repères de jour, tu peux t'orienter à condition de les distinguer dans le noir. Ensuite, ta réaction change totalement. Tu es beaucoup plus concentré, tu tournes la tête tout le temps. Là, on conduisait presque en mode combat. On n'a pas fermé les trappes, mais on ne sortait pas la tête. Normalement, en marche, le commandant peut se hisser un peu hors du tourello, il y voit mieux. Mais dans cet exercice, c'était strictement interdit.